Bonjour tout le monde. Donc, toujours dans le cadre du programme des classes terminales. Donc, on va essayer de terminer le projet numéro 3, le programme des classes terminales, donc censé être pour les toutes branches confondues. Voilà, thème, gestion, scientifique, lettres et langue. Voilà, lettres LPH et langue. Donc, pour les lettres et les LPH et les langues, donc on aura aussi un dernier projet, le projet 4. On va le voir après, le récit fantastique ou bien le récit fictif. Voilà, donc maintenant on va terminer. On a vu la séance d'oral, on a parlé du texte exhortatif, on a vu les caractéristiques du texte exhortatif. Voilà, quelle est la visée du texte exhortatif? Donc on a dit que la visée du texte exhortatif est une visée communicative. Euh, c'est argumenter pour faire réagir ou bien sensibiliser dans le sens général. Donc, les caractéristiques du texte exhortatif, c'est que on a vu le plan, voilà. Exhorter, d'abord, c'est inciter, pousser les gens à réagir, pardon, dans le bon sens, voilà. Au départ, il faut qu'il y ait une situation négative. Donc, les accidents, diminuer les accidents de la route, la pollution et la dégradation de l'environnement. D'ailleurs, on va voir un texte qui a pour titre Protégeant notre planète. Voilà, à la page 144. On va faire la lecture analytique. On va analyser le texte. On va voir le côté langue. On va voir les temps utilisés. On va voir est-ce que le texte obéit aux règles de l'exhortation ou bien au plan général du texte exhortatif. Donc, on a vu que le texte exhortatif se compose de trois parties. D'abord, l'auteur, dans la première partie, il va exposer, il va sensibiliser, entre autres, exposer la situation négative, tout en montrant les aspects négatifs ou bien les inconvénients de cette situation négative. Donc, on a vu que le texte exhortatif s'intéresse. Donc, on a donné plusieurs exemples, plusieurs domaines. Voilà, la solidarité, aider les familles pauvres, surtout dans ce mois du Ramadan, voilà, le mois de Ramadan. Donc, on a donné comme thème le panier de Ramadan. Je peux écrire un texte exhortatif, je peux lancer un appel aux gens qui veulent aider ces familles pauvres pendant ce mois sacré, voilà, pour qu'ils puissent passer le mois sacré dans la dignité, voilà, parce que des fois ces familles pauvres ne trouvent rien à manger. Donc on peut être solidaire, on peut mobiliser toutes les jeunes ou bien ceux qui veulent aider, entre autres les commerçants, pourquoi pas. Je peux lancer un appel aux commerçants, aux gens qui veulent aider, soit par de l'argent, soit par autres moyens, alimentation, nourriture, etc. Donc, je lance un appel. Pour lancer un appel, je dois écrire un petit texte exhortatif, tout en montrant d'abord, j'expose la situation négative, je donne d'abord les inconvénients, je définis, j'expose cette situation, ensuite j'argumente, je donne 2 ou 3 arguments dans la deuxième partie. Donc, et à la fin, je lance un appel. Donc, généralement, l'appel, il est lancé qu'au niveau de la conclusion de mon texte, ou bien des textes qu'on va les voir au fur et à mesure. Donc, l'auteur, ou bien l'écrivain, lance toujours l'appel dans le dernier paragraphe, tout en utilisant une grammaire ou bien un vocabulaire, voilà, spécial, voilà, ou bien un point de langue, il va utiliser le mode impératif. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un mode impératif. Qu'est-ce qu'il exprime quand je vais utiliser le mode impératif? Quelles sont les caractéristiques du mode impératif? Le mode impératif ne s'accompagne jamais avec son sujet. Le mode impératif, il est un peu particulier par rapport aux autres modes. Il se conjugue seulement avec 3 personnes, tu, nous et vous. Voilà, on a 2 temps dans le mode impératif. On a le présent et le passé de l'impératif. La formation du passé de l'impératif, c'est un 3 voies. Au présent de l'impératif plus le PPV, ça veut dire le participe passé du verbe. Donc on va voir que le mode impératif, l'auteur, il ne va pas nous donner un ordre, mais on va dire que c'est un mode impératif atténué, ou bien considéré comme un ordre faible, tout simplement parce qu'on sait bien que le mode impératif
exprimer un ordre, une demande, des recommandations, des conseils, etc. Donc, on va voir aussi que le mode impératif avec les verbes premier groupe ou bien avec les participes qui se terminent avec un E, on ne met jamais un S après après le participe E, parce que sinon, si on met un S, donc il n'y aura pas une différence entre impératif et indicatif. Parce qu'avec tu, alors que le mode impératif ne s'accompagne pas avec son sujet, ne s'accompagne jamais avec de son sujet. Donc ça veut dire, quand je donne un ordre, je le donne directement. Ferme la porte. Écris le cours, je ne dis pas tu écris, sinon si je vais prononcer tu avec l'ordre, donc ce n'est pas un ordre, ça va être le mode l'indicatif présent, présent indicatif. Alors avec le mode impératif, donc on va voir tout ça avec détail, mais on va voir aussi que dans le texte exhortatif, on utilise les verbes modaux, falloir, devoir et pouvoir sont des verbes non modalité. C'est des verbes qui expriment la manière de faire l'action. Falloir, c'est un verbe impersonnel. Donc, les verbes impersonnels se conjuguent seulement avec le pronom il. Devoir et pouvoir ne sont pas des verbes impersonnels. Alors, ils sont utilisés dans le texte exhortatif pour exprimer la manière de faire l'action. Il faut mettre la poubelle dans des sacs. Voilà. Sinon, je peux écrire un texte exhortatif aux habitants de mon quartier pour les inciter à consacrer, pourquoi pas, une journée de volontariat pour le nettoyage du quartier. Je lance un appel. D'abord, j'expose, je sensibilise au niveau du premier paragraphe. Je dis que la pollution, ou bien les ordures et la poubelle, pollue notre quartier et cela peut provoquer, donc ça répercute sur notre santé et la santé de nos enfants et ça peut même, voire même provoquer des maladies. Voilà, je donne des exemples, choléra, etc. Donc, j'argumente avec, en illustrant avec des exemples. Voilà, et en plus de ça, à la fin, je lance un appel. Je prie, ou bien nous, on utilise les verbes performatifs dans le texte exhortatif. Donc, les verbes performatifs sont conjugués avec je et avec le pronom nous. Parce que soit je qui va lancer l'appel, soit nous, un groupe ou bien des associations caritatives, des associations à aspect caritatif qui aident les gens pauvres pendant le mois de Ramadan. Nous prions, nous demandons, par exemple, à la fin de mon texte exhortatif, nous demandons les commerçants de la ville d'Oran à se mobiliser pour aider les familles nombreuses et être mobilisés, solidaires pour le panier du Ramadan. C'est un exemple. Je vous ai donné quelques thèmes au niveau de la séance d'oral. La solidarité contre la guerre et pour la paix. Donc, vous voyez que dans le texte exhortatif, on a toujours une situation négative au départ. Diminuer les accidents de la route. Voilà, contre les accidents de la route. Je peux lancer un appel aux automobilistes pour qu'ils puissent respecter le code de la route, pour qu'ils puissent diminuer ou bien de faire de moins en moins, d'utiliser de moins en moins la vitesse, etc. Donc la solidarité contre la guerre et pour la paix. On a aussi la pollution et la dégradation de l'environnement, la protection de la planète. Je vous ai donné quelques exemples du personnage. L'abbé Pierre, qui est connu voilà, en France pour ses actions caritatives. Donc, il aide toujours les gens. L'abbé Pierre, il a vécu plus de 94 ans, je crois. Donc, il est mort, ça fait 10 ans ou bien 12 ans à peu près, si j'ai une très bonne mémoire. L'abbé Pierre, il est connu parce qu'il aide toujours les pauvres, entre autres les SDF, les sans domicile fixe. On a un texte de l'abbé Pierre, on a une lettre de l'abbé Pierre qui a écrit cette lettre, voilà, c'est la page 151, appel de l'abbé Pierre, voilà le 1er février 1954 sur Radio Luxembourg, voilà, je travaille toujours avec le manuel, donc page 151,
Donc on a la lettre, l'abbé Pierre a lancé un appel. Donc vous voyez que l'appel, soit il est un texte écrit, soit je peux lancer comme ça des appels. L'exhortation est aussi utilisée dans la publicité. Voilà, je vous ai donné quelques exemples la fois passée. Donc mes amis au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures. Voilà, sur le boulevard de Sébastopol, voilà, voilà, serrant contre elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Apparemment, c'était une femme SDF sans domicile fixe. Donc, on a aussi, l'abbé Pierre a utilisé l'argumentation, c'est sans couverture, on aide avec tous les moyens, avec les couvertures, avec les tentes, avec des poêles, 200 poêles, donc on aide même avec les ustensiles de cuisine. Voilà, rendez-vous des volontaires et des camions pour le ramassage ce soir à 23 heures. Voilà, rendez-vous. Donc vous voyez qu'il a utilisé le mot impératif. Il faut que ce soir même, il a utilisé le mot, ou bien, pardon, le verbe de modalité, le verbe falloir, qui exprime une nécessité. Donc, dans le texte exhortatif, ce que vous allez retenir dans le texte exhortatif, c'est que le texte exhortatif incite, donc, pousser les gens à réagir dans le bon sens, voilà. Mais toujours, on commence par une situation négative. Toujours, on commence par une situation négative. La pollution, les accidents de la route, la solidarité, je suis pour la paix et contre la guerre, et autres thèmes qui peuvent être aussi intéressants pour lancer, pour exhorter les gens dans le bon sens, ou bien exhorter les gens à réagir et se mobiliser pour des causes, de bonnes causes humanitaires en général. Voilà. Mais pour que ces gens puissent vous entendre, il faut les convaincre. Voilà. Donc l'auteur va convaincre les gens, va les persuader. Pour convaincre les gens, il faut choisir des arguments rationnels et logiques, des arguments convaincants. D'abord, j'expose la situation négative, je définis, je sensibilise, je montre les aspects négatifs ou bien les dangers de cette situation négative. Ensuite, j'argumente, j'utilise des arguments rationnels parce qu'il faut convaincre les gens à réagir dans le bon sens. Pour les convaincre, il faut choisir de bons arguments. Donc, on va voir que l'auteur, on va analyser beaucoup de textes. Voilà, je travaille toujours avec le manuel en attendant qu'on fasse des sujets de bac et des exercices d'application au fur et à mesure. Voilà, donc ce que vous allez retenir d'un texte exhortatif. Le texte exhortatif, exhorter les gens, lancer un appel, les inciter, les pousser à réagir dans le bon sens. Pour les exhorter, pour les inciter, les inciter à réagir dans le bon sens, il faut d'abord exposer la situation négative. Il faut bien expliquer cette situation au début de mon texte. Ensuite, j'argumente et l'appel, il est lancé que dans ma conclusion ou bien dans le dernier paragraphe, tout en utilisant dans tout le texte, tout au long du texte, les verbes de modalité, appelés aussi verbes modaux. On a 3 verbes, c'est tout: falloir, devoir et pouvoir. Et les verbes performatifs. Les verbes performatifs, n'importe quel verbe qui va accomplir, qui montre l'accomplissement de l'action, donc je vais les considérer comme un verbe performatif. Je sollicite, j'exhorte, je lance un appel, je demande, nous demandons les commerçants, nous sollicitons les commerçants de la ville d'Oran à aider ces familles pauvres pendant le mois de Ramadan, ou bien à participer, nous sollicitons, nous prions, etc. Donc les verbes performatifs sont conjugués avec soit je, soit avec le pronom nous. Voilà, on a besoin aussi de l'expression de but, un des rapports logiques. On a 5 rapports logiques, donc parmi la cause, la conséquence, l'opposition et la concession.
La cause et la conséquence, l'opposition, la concession, on a vu ça au niveau du premier et du deuxième trimestre. Voilà, et le rapport logique, le but, l'expression de but, que généralement, donc on a l'expression de but soit dans la phrase simple, soit dans la phrase complexe. Dans la phrase complexe, généralement, le but, et on utilise généralement le mode subjonctif présent ou bien passé, pour que, afin qu'on puisse aider, voilà. Donc, afin de, c'est dans la phrase simple. Pour, c'est dans la phrase simple. Pour, généralement, un sujet à l'infinitif par un verbe à l'infinitif, ou bien un nom, ou bien un groupe nominal. Donc, c'est tout ce qu'on a, fait pendant l'oral. Un petit rappel concernant ce qu'on a fait la séance passée. Aujourd'hui, on va voir la lecture analytique. On va analyser, on va choisir un texte à la page 144. Voilà, 144, c'est un texte qui parle de la protection de la planète. Protection de la planète, protection de l'environnement, contre la pollution. On va voir l'auteur Jean Rostand, Inquiétude d'un biologiste, édition Stock. Le texte est édité en 1967. Donc le paratexte, le titre, la référence, le nom de l'auteur, on aura besoin pour faire le compte rendu objectif. Donc vous savez bien que le compte rendu objectif, c'est le paratexte plus le résumé. Le paratexte, c'est quoi? C'est le titre, le nom de l'auteur, la référence. La référence, c'est le nom du livre ou bien le nom de l'ouvrage plus la maison d'édition et la date et la maison et la date de la publication du livre. Voilà. On ajoute aussi dans le paratexte la visée communicative. Chaque texte a une visée communicative précise. Voilà, si vous voulez qu'on fasse un petit rappel, ce qu'on a fait pendant le premier trimestre, donc le texte historique a une visée communicative informative. La visée communicative de base du texte historique, c'est informer. Le texte historique est un récit réel, c'est des événements qui sont réellement passés. Voilà, le texte historique s'intéresse, on le trouve dans tous les domaines, le sport, les sciences et entre autres l'histoire en général, l'histoire nationale ou internationale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et on s'est focalisé sur l'histoire nationale, la conquête de l'Algérie en 1830, le déclenchement de la guerre de la libération nationale le 1er novembre 1954 et l'indépendance le 5 juillet 1900. C'est des dates, c'est des axes. La chronologie, donc vous voyez que je vous ai donné ces événements en ordre chronologique. Donc les caractéristiques du texte historique, c'est la chronologie, l'utilisation aussi de l'imparfait le passé simple, si l'auteur ou bien l'historien va raconter, donc il va sûrement utiliser l'imparfait et le passé simple. L'imparfait, c'est un temps, exprime une action illimitée, illimitée dont on ne connaît ni le début ni la fin. L'imparfait est utilisé dans la description, il est utilisé pour évoquer des souvenirs. Donc la formation de l'imparfait, quel que soit le groupe, c'est la terminaison, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Le passé simple aussi est utilisé pour la narration. L'imparfait et le passé simple sont les deux temps du récit en général. Et du moment que le texte historique est un récit réel, donc il va obéir, il obéit au temps du récit en général. Les temps du récit, c'est l'imparfait et le passé simple. Le passé simple exprime une action vite achevée. Les actions du passé simple s'enchaînent les unes aux autres. Elle exprime l'exactitude aussi. Donc la rapidité, le passé simple, la formation, selon les groupes. Pour le premier groupe, passé simple, terminant AI, AS, A, AM, AT et R. Deuxième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Le verbe finir, fini, 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 finim, finisse et finir. Le verbe sortir, donc pour le troisième groupe, on a trois types de terminaisons. Sortir, deux fois on a la même terminaison SS, sortie, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Ou bien on a des terminaisons avec U, couru, US, US, UT, UT et UR. On a une troisième terminaison pour les verbes troisième groupe, au passé simple, l'indicatif bien sûr.
c'est INS, déterminant venir et tenir et leur composer, venir, parvenir, appartenir. Donc, venir, la terminaison au passé simple, INS, INS, INT, ant et IR. Voilà. Donc, le passé simple et l'imparfait passé simple. Si on utilise dans un texte historique l'imparfait passé simple, donc le texte historique aura une visée supplémentaire à part la première visée informative, explicative si l'auteur va céder ou bien va nous donner des statistiques et des chiffres pour bien expliquer. D'ailleurs, on a vu, pour bien expliquer les informations données dans le texte historique, d'ailleurs, on a vu le texte de Mahfoud Qaddash à la page 18, je crois, ou bien 17, où il nous a donné des tableaux de recensement officiels lors de la guerre de la libération nationale. Voilà, en 1921, je crois. La croissance de la population musulmane et européenne pendant la conquête d'Algérie, ou bien pendant le colonisateur français, pendant la colonisation française en Algérie. Voilà, donc s'il va donner des statistiques ou bien des chiffres, on aura une autre visée explicative. Sinon, on ajoute aussi la visée narrative, si l'auteur va utiliser l'imparfait, le passé simple, les deux temps du récit. On a vu aussi le témoignage dans le texte historique. Donc, témoignage dans le texte historique, tout l'auteur ou bien l'historien va introduire un témoignage d'un des personnages nationaux. On a vu les Khawlat al-Ibrahimi, je crois, le rôle de la femme algérienne pendant la guerre de la libération nationale. On a vu les Jamila Bouhirt, on a vu aussi Farhat Abbas, où l'auteur il a introduit des propos de Farhat Abbas, pardon. Il a utilisé le discours direct et indirect. On a vu la grammaire, le discours direct et indirect, comment on transforme le passage d'un discours à un autre. Donc le discours direct est caractérisé par les deux points, les guillemets, on ne change pas les paroles, mais on aura une transformation si on passe du discours direct vers l'indirect ou bien vice-versa, tout en respectant la concordance des temps. On voit si le verbe introducteur est présent ou bien futur simple, on ne change pas le verbe entre guillemets. Sinon, si le verbe introducteur est passé, on change le verbe entre guillemets selon le tableau que je vous ai donné. Donc présent imparfait, imparfait plus que parfait, présent imparfait, passé composé plus que parfait, pardon, futur simple contient le présent, futur antérieur, conditionnel passé. Il n'y a que 4 temps qui vont changer. Et on fait aussi des modifications au niveau des pronoms personnels. Elle a dit, je gagne bien ma vie. Elle a dit qu'elle gagnait bien sa vie. Donc, je va devenir elle. On change même les pronoms possessifs et l'ordre des mots. Et on place la ponctuation par le pronom relatif que. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le texte historique. Donc, on a vu aussi le texte argumentatif. C'est que l'argumentation, la visée du texte argumentatif, c'est convaincre et persuader. Voilà. Pour convaincre et persuader, il faut qu'il y ait de bons arguments. Alors, on a vu les 3 types de textes argumentatifs. On a vu un texte argumentatif débat d'idées, le pour. Il y a un débat entre 2 personnes. Donc, une personne est pour, l'autre est contre. Donc, on a vu le débat, on a vu le texte extrait de l'incendie de Mohamed Dib. Voilà, il y avait un débat entre les agriculteurs et Hamid Sarraj, je crois, oui, le personnage de Mohamed Dib. Hamid Sarraj, donc les agriculteurs voulaient faire la grève, alors Hamid Sarraj a rentré ou bien s'est débattu avec eux. Donc le débat était à l'aide d'un modérateur. Donc un débat, des fois on a un débat direct entre 2 personnes, une personne pour et une autre personne censée être contre. Au milieu, il y a une 3e personne qui va modérer, qui va régler le débat, ce qu'on appelle une personne modératrice, ou bien le modérateur, celui qui règle le débat. Ça veut dire qu'il va essayer de faire rapprocher les 2 antagonistes ou bien les 2 opposants parce que les 2 sont soit une personne pour, l'autre est contre. Donc, on a un texte débat d'idées, texte argumentatif débat d'idées.
On a un deuxième texte, soit je suis pour, j'ai une opinion positive, soit je suis contre. Donc, ce qu'on appelle plaider une cause ou la disqualité. Le texte argumentatif. Donc, on a trois types. Soit un débat d'idées, soit un débat direct, ou bien entre les deux, il y a un modérateur qui règle le débat. Soit une personne, soit je suis pour, soit je suis contre. Dans un texte argumentatif, on a vu la grammaire, la visée du texte argumentatif, c'est convaincre et persuader. Il faut toujours mentionner la visée, il faut toujours mentionner le thème. Si je n'ai pas un titre au niveau du texte, je dois écrire à la place du titre le thème abordé. Le thème, c'est l'idée générale du texte. Voilà. On a vu le texte argumentatif, on a vu le côté grammaire, l'opposition à la concession, l'allégorie, pardon, donc un mot qui accepte deux sens, deux antonymes, deux sens différents. Donc on a vu aussi, on a parlé de l'opposition à la concession et on a parlé de beaucoup de choses concernant la grammaire. Donc vous voyez que chaque type de texte a une grammaire précise, propre à lui. Donc, on fera tout ça avec détail, on fera des révisions et aussi, on va essayer maintenant de faire le texte exhortatif. Donc, je ferai au fur et à mesure des sujets de bac et des textes je vais les choisir. Sinon, on fera des sujets de bac, voilà, des années passées. On fera aussi le compte rendu objectif. Donc, le compte rendu objectif, c'est pour les classes gestion TM, MathLM, LPH, toutes les branches et langues, et le compte rendu critique censé être pour les langues plus que les autres branches. Voilà. Donc, compte rendu critique, c'est compte rendu objectif plus l'opinion personnelle. Donc, une opinion personnelle, je vais vous donner quelques expressions qui vont vous aider pour exprimer. Donc, on critique le texte. Est-ce que les idées sont bien enchaînées? Est-ce que le texte il est conforme au programme scolaire? Donc, on a des astuces ou bien on a des phrases. Je vais vous donner quelques exemples. Soit vous allez apprendre par cœur, soit chacun a sa méthode. Donc, alors que la meilleure méthode, c'est de comprendre la compréhension. Donc, il faut bien comprendre le sens du texte. Ça veut dire la reformulation. Ce qui est important dans un texte en français, c'est comment je vais reformuler l'idée. Est-ce que j'ai bien compris l'enjeu, par exemple, ici du texte exhortatif? Est-ce que j'ai bien compris le thème abordé par le texte? Est-ce que j'ai bien compris les idées? Je ne suis pas obligé de comprendre tous les mots. Voilà. Sinon, je vais trouver quelques astuces. Sinon, je vais, à travers la réponse que j'ai donnée au niveau de la compréhension dans n'importe quel sujet, entre autres les sujets de bac, à travers ces réponses, je peux faire mon compte rendu objectif. Parce que dans les sujets de bac, le compte rendu objectif est obligatoire. Alors, vous aurez le choix au niveau de la production écrite entre deux sujets. Le premier sujet, c'est le compte rendu objectif ou bien compte rendu critique pour les langues. Et le deuxième sujet, il est en relation avec le texte donné au niveau des sujets de bac. Donc, il faut bien comprendre le texte. On n'est pas obligé de comprendre tous les mots, donc je vais répéter ça. Mais je dois reformuler le sens. Alors, les méthodes de reformulation, on en a beaucoup. La voix active, je vais la transférer, je peux la transmettre, je peux transformer la voix active à la voix passive et vice versa. Je peux transformer le discours direct en discours indirect. Je peux remplacer toute une expression par un seul mot. Je peux remplacer une subordonnée relative par un adjectif. Donc c'est ça le résumé. Ça veut dire que je réduis le maximum. Donc le résumé, on a travaillé le résumé au niveau des classes de première année. On a donc le résumé parce que est très important. Pourquoi? Parce que le compte rendu objectif, c'est le paratexte plus le résumé. Et le résumé, il faut relever les idées principales. Chaque paragraphe exprime une idée. Donc l'idée principale, tu dois la reformuler et tout en utilisant les intentions de l'auteur. Donc je vais vous donner quelques exemples à suivre. Sinon, maintenant, je vais commencer ma lecture analytique. Donc on va voir le texte à la page 144, pardon.
retournons à notre type de texte, le texte exhortatif. On va voir est-ce que ce texte obéit au plan de l'exhortation. On va comprendre l'enjeu de l'exhortation, pourquoi l'auteur a écrit ce texte, dans quel but, la visée, est-ce qu'il obéit à la visée communicative du texte exhortatif, argumenté pour faire réagir. Donc on va voir la situation négative que l'auteur a exposée au début de son texte. Est-ce qu'il a réussi à convaincre ou bien à persuader les lecteurs? On va voir comment l'auteur a lancé dans sa conclusion l'appel, voilà, la protection de la planète. Donc vous voyez que toujours on a à peu près les mêmes thèmes. La pollution, protection de la planète, l'appel pour la paix contre la guerre, la solidarité, etc. Donc, à tout de suite. Voilà.